Bonjour, aujourd'hui 9 février 1950, le macartisme. Je voudrais vous donner le nom de quelques individus qui sont passés devant notre comité. Ou bien ils travaillaient pour le gouvernement, ou bien pour la défense, et avaient accès à des travaux classés secrets ou top secrets. W. Powell, Robert Goodwin, Edward Rothschild, Nathaniel Mills, Henry Archdeacon, Donald Morrill, Whittlod Pierre-Karski, R. Levine, Alexander Gregory, Theodore Pappas, Victor Bowley. Les jours du siècle. L'homme que vous venez d'entendre, Joseph McCarthy, a donné son nom à une vague d'intolérance comme les États-Unis en ont rarement connue dans leur histoire. Le 19 février 1950, il n'est encore qu'un obscur sénateur du Wisconsin lorsqu'il prononce à Wheeling, en Virginie, un discours dans lequel il affirme avoir entre ses mains la liste de 200 communistes qui, dans les coulisses de l'administration américaine, travaillent pour le compte de ce qui est devenu le pire ennemi de l'Amérique, l'Union soviétique. Ce discours de Wheeling marque le début d'une véritable chasse aux sorcières, le macartisme, qui pendant 4 ans va ravager tout ce qui fait de l'Amérique la plus grande démocratie du monde. Le journalisme, la radio, la télévision, le cinéma, le syndicalisme, l'enseignement, le Congrès et bien entendu l'administration fédérale elle-même, dont les plus hauts représentants éprouvent le besoin eux aussi d'être plus anticommunistes, plus inquisiteurs, plus intolérants, bref, plus macartistes que McCarthy lui-même. Edgar Hoover, directeur du FBI. Le communisme n'est pas un parti politique, c'est un mode de vie mauvais et malsain qui ressemble à une maladie et se répand comme une épidémie. Et comme une épidémie, il faut la mettre en quarantaine pour qu'elle n'infecte pas ce pays. André Caspi, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien à Sciences Po, à la Sorbonne, et puis spécialiste de l'histoire des États-Unis. Et vous êtes avec nous donc pour nous parler de cette espèce de folie collective qui a été le macartisme au début des années 50. On devrait même dire avant d'ailleurs, parce que au fond cette inquisition qui s'est produite aux États-Unis à l'époque est antérieure à ce discours de Wheeling, à ce que disait McCarthy, puisqu'on peut dire qu'elle commence dès le début de la guerre froide en 1947. En fait, la toute première inquiétude que les Américains ont manifestée date de 1946 même. Et en 1947, le président Truman a instauré une commission qui avait pour but de contrôler la loyauté des fonctionnaires. Alors la raison pour laquelle il agit ainsi, c'est parce qu'on a découvert un réseau d'espionnage au Canada en 1946 et que les Américains ont de plus en plus le sentiment que ce réseau d'espionnage a franchi la frontière et qu'en conséquence ils sont directement menacés. Alors cette espionnite, car c'est une véritable espionnite dont il s'agit, cette espionnite prend des formes croissantes. Et en 1947, une commission de la Chambre des représentants, la commission des activités anti-américaines, qui entre parenthèses a été créée en 1938 pour lutter à la fois contre les nazis, les fascistes et les communistes. Cette commission des activités anti-américaines dès 1947 entreprend enquête notamment dans les milieux du cinéma. Et si elle choisit les milieux du cinéma, c'est parce qu'elle sait qu'en faisant venir devant elle des vedettes comme Gary Cooper ou comme Ginger Rogers, il est évident que les caméras de la télévision existe déjà aux États-Unis et elle commence à avoir du succès, les caméras de la télévision ne manqueront pas de montrer les visages des membres de cette commission et par conséquent de les rendre particulièrement populaires. Il y a tout un contexte quand même également qui aggrave cette espèce de phobie des communistes, ou supposait-elle, car beaucoup d'entre eux étaient simplement des sympathisants de gauche, ne serait-ce même que ces acteurs, ces comédiens ou ces réalisateurs de cinéma qui, il faut le rappeler, faisaient des films pro-soviétiques pendant la guerre, puisque l'URSS était l'allié des États-Unis. Mais il y a aussi, à la fin des années 40, des choses qui angoissent les Américains. Il y a la première bombe soviétique en 1949. Il y a également la Chine qui devient communiste la même année. Il y a la guerre de Corée qui se déclenche en 50. Puis il y a aussi tous ces procès, ces vrais espions comme Fuchs, dont on sait qu'il a révélé le secret de la bombe à l'Union soviétique. Donc il y a toute une psychose qui est entretenue par des faits réels, André Caspi. Ce sont des faits réels qui d'ailleurs pourraient remonter plus loin encore, car il est évident que dans les années 30,
le Parti communiste américain, qui a toujours compté peu de membres, a choisi une tactique qui consistait à infiltrer l'administration fédérale. Être de gauche, être progressiste, ça n'était pas un crime sous la présidence de Roosevelt et particulièrement pendant le New Deal. Et vous avez raison de rappeler qu'entre 1941 et 1945, les États-Unis et l'Union soviétique ont formé avec la Grande-Bretagne la Grande Alliance. Et qu'en somme, au cours de cette période, les Américains ont nourri l'espoir, mais c'était une illusion, qu'ils transformeraient l'Union soviétique en une sorte de démocratie. Il y a eu à ce moment-là comme un philo-soviétisme qui s'explique à la fois par les conditions de la guerre et puis par la volonté du gouvernement de stimuler cette alliance avec les soviétiques. Alors inutile de vous dire qu'au lendemain du conflit, lorsque la paix est revenue, c'est un grand choc qui touche les Américains, qui s'aperçoivent peu à peu que non seulement l'Union soviétique n'est pas l'ami, mais qu'elle est l'ennemi, que la guerre continue sous une autre forme, elle n'est plus chaude, elle est froide, mais qu'en tout état de cause, cela signifie que les soviétiques pourraient bien essayer petit à petit de grignoter la démocratie américaine, d'en saper les fondements. Avec un parti communiste dont vous parliez, et justement, qui est à la première cible, bien entendu, des premiers procès du maccarthisme avant la lettre, puisque c'est en 1949 que le secrétaire général du Parti communiste, Eugene Dennis, comparaît donc à New York en 1949, donc au tribunal de Foley Square. I am Eugene Dennis. Je suis Eugène Dennis. Est-ce votre véritable nom, votre pseudonyme du Parti communiste? Que mon nom soit Smith, Jones ou Cohen, mon témoignage est valable et c'est la vérité. Monsieur le Président, il nous faut sa véritable identité, qu'il la décline pour le procès verbal. Je suis Eugene Dennis, j'ai payé mes impôts et je suis tenu sous ce nom, et je répète que quel que soit mon nom, je n'ai jamais déshonoré le peuple américain. Whatever name I am known by, I have never sullied the honor of the American people. That will be all. Sir Thomas, in behalf... Ce sera tout. Vous refusez de décliner votre identité devant ce comité. Présentez-lui son assignation. Identified by this committee. Mr. Stripling, sir, the subpoena on the witness. André Caspy, c'est étonnant quand même cette peur qu'inspire un parti communiste américain qui compte à peine 70 000 membres sur 150 millions d'habitants. C'est un peu exagéré, non? Et encore parmi ces 60 000 membres, il faut inclure les agents du FBI qui ont infiltré le Parti communiste. Mais l'influence du Parti communiste dépasse largement le nombre de ses membres. Et s'il y a cette crainte de la part des Américains, je dirais que c'est à la fois parce que l'espionnage existe. Les espions soviétiques, ça n'est pas simplement un fantasme. Ils ont véritablement travaillé aux États-Unis. Et vous citiez tout à l'heure le cas de Klaus Fuchs, qui est arrêté en janvier 1950. Il y en a eu d'autres qui ont été soupçonnés et d'autres qui ont choisi de partir plus vite. Mais en même temps, il y a cet excès de peur, cette réaction, si vous voulez, exagérée de la part des Américains. Cela dit, il faut quand même mettre les choses dans une juste perspective. Aucun Américain n'a été exécuté au cours du maccarthisme, sauf les époux Rosenberg. Et les époux Rosenberg n'ont pas été accusés par McCarthy, ils ont été arrêtés précisément à la suite de l'arrestation de Klaus Fuchs. Ce qui veut dire que le maccarthisme est une épreuve extrêmement douloureuse pour les États-Unis, mais ça n'est pas une épreuve sanglante. Alors, vous parlez de McCarthy, le maccarthisme, c'est McCarthy. Écoutez-le précisément, expliquant les raisons de sa croisade contre le communisme. Ladies and gentlemen, this war in which we're now engaged is not... Mesdames et messieurs, cette guerre dans laquelle nous sommes engagés n'est pas et ne peut pas être une guerre entre les deux grands partis américains. Comme je l'ai souvent dit dans le passé, beaucoup des membres du Parti démocrate aiment autant l'Amérique, détestent autant le communisme que les républicains. Je ne parlerai pas de politique ce soir, je parlerai de la guerre dans laquelle nous sommes engagés depuis 105 ans. La guerre déclarée par Karl Marx en 1848, redéclarée et modernisée par Lénine, redéclarée à nouveau par Staline et redéclarée à nouveau par les communistes depuis quelques semaines. Redeclared and brought down to date by Lenin, again redeclared by Stalin,
and again redeclared by the Kremlin within the last 5 or 6 weeks. C'est un personnage étonnant, André Caspi, ce sénateur du Wisconsin, McCarthy, Joseph McCarthy. Est-ce qu'il était vraiment anticommuniste? On dit beaucoup aussi qu'il faisait ça pour se faire connaître, parce qu'il était totalement inconnu avant 1950. Il était totalement inconnu, vous avez raison. La meilleure preuve, c'est que lorsqu'on lui a demandé en mars 1950 depuis quand il était anticommuniste, il a répondu depuis 2 mois et demi. En fait, je pense que c'était une boutade, il a toujours été anticommuniste, mais il n'était pas obsédé par la chasse aux communistes. Il a trouvé que c'était un excellent motif qui lui permettrait éventuellement de se faire mieux connaître. Il avait été élu sénateur en 1946, il devait repasser devant ses électeurs en 1952. Il lui restait donc peu d'années ou peu de mois pour avoir la célébrité suffisante qui lui permette d'être réélu. C'est alors qu'il a eu l'idée, en février 1950, de proclamer qu'il y avait 260 communistes au sein du département d'État. Et d'ailleurs, on n'est pas très sûr du nombre, car tantôt il a dit 260, 300, ouais. Tantôt il a dit 81, tantôt il a dit 57. Est-ce qu'elles existaient, ces listes qu'il prétendait avoir dans les poches? Oui, mais bien sûr, parce qu'en fait, les fonctionnaires du département d'État ont été l'objet, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, d'une enquête de loyauté en 1946, et le département d'État a annoncé en 1948 que sur 108 dossiers récemment examinés, 51 avaient entraîné des démissions ou des révocations. Alors la conséquence, c'est que 108 moins 51, ça fait 57. McCarthy a donc déduit qu'il y avait 57 communistes qui restaient. Et il a fait la même opération pour les 205. Alors en fait, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'un certain nombre de ceux qui ont quitté le département d'État n'étaient pas nécessairement communistes. Ils pouvaient très bien avoir démissionné, ils pouvaient avoir été révoqués pour mauvaise mœurs, ils pouvaient avoir été révoqués pour malhonnêteté, mais pas nécessairement pour des raisons politiques.